Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avec Charlie, notre coordinateur scientifique, nous allons vous présenter en exclusivité pour vous, nos amis mécènes, les collaborateurs et collaboratrices des entreprises mécènes et nos amis ambassadeurs, ambassadrices de Pure Océan, la shortlist des projets scientifiques issus de notre dernier appel à projet. Vous savez comme moi que la situation environnementale est de plus en plus critique. Vous savez comme moi que nous faisons face à deux crises majeures, l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Les challenges aujourd'hui sont multiples, les pressions sur la planète sont énormes. L'océan se réchauffe de plus en plus vite, il s'acidifie, les espèces migrent ou disparaissent, son équilibre est menacé. Le nôtre, en tant qu'être humain, aussi. Mais vous connaissez également mon éternel optimisme. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles. Le premier, il n'est pas trop tard pour agir. La recherche scientifique et l'innovation autour de l'océan sont de plus en plus les clés pour notre avenir. Je suis convaincu que les chercheurs, les scientifiques sont les plus à même de trouver des solutions efficaces et durables pour protéger l'océan et sa biodiversité. C'est pour cela que j'ai créé Pure Océan en 2017. C'est pourquoi la mission principale de Pure Océan est le financement de projets de recherche appliqués, innovants, partout dans le monde. Pour protéger l'océan et la biodiversité marine, pour trouver des solutions pour une exploitation durable des ressources marines et enfin pour accroître les connaissances sur l'océan et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'ADN de Pure Océan, c'est l'innovation et l'impact. Les projets que nous soutenons ont tous une approche innovante, innovation technologique, sociale ou basée sur la nature ou d'exploration. Et surtout, la réalisation du projet doit procurer un bénéfice tangible et durable. C'est ça l'impact. Charlie va vous expliquer comment nous trouvons ces projets de recherche et comment nous les sélectionnons avant de vous faire découvrir la shortlist, les projets les plus prometteurs issus de notre dernier appel à projet. Je vous ai dit que j'avais deux bonnes nouvelles. La deuxième, c'est qu'ensemble, en finançant ces projets, ou au moins certains, nous allons réellement impacter positivement le monde. Nous allons faire avancer la connaissance et contribuer à mieux préserver l'océan et sa biodiversité. Nous allons aider à faire émerger des solutions face aux défis environnementaux, la pollution plastique, la séquestration de CO2 ou encore les zones polaires particulièrement fragilisées par le réchauffement climatique. Nous étudions tout spécialement des projets basés en Bretagne, côté Atlantique et en Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlie Mathieu, coordinateur scientifique de Pure Océan. Comme vous le savez, Pure Océan, c'est l'innovation au service de l'océan. Notre vocation, c'est de soutenir des projets de recherche scientifiques innovants qui visent à mieux comprendre pour mieux protéger l'océan et la vie marine au bénéfice de nous tous. Au cours de nos 3 précédents appels à projets, nous avons réussi à soutenir, grâce à vos contributions, 15 programmes scientifiques internationaux qui s'insèrent dans 4 grands types de challenges inspirés des enjeux distingués par les Nations Unies en 2022 pour l'ouverture de la décennie des sciences océaniques. Le premier challenge, c'est la compréhension et la lutte contre les pollutions marines. Le deuxième, c'est la protection de la biodiversité et la restauration des écosystèmes marins dégradés. Le troisième, c'est de favoriser la résilience des écosystèmes et des populations qui en dépendent face au changement climatique. Et le quatrième, c'est l'amélioration de notre connaissance globale de l'océan en tant que système, notamment dans ses interactions avec l'atmosphère. Pour sélectionner et suivre ces projets, nous nous basons sur l'expertise de notre comité scientifique, constitué de chercheurs et d'experts sur les thématiques de l'océan et de la biodiversité marine, donc notamment les deux Français Gilles Boeuf, ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle, et Françoise Gale, directrice de recherche émérite au CNRS, accompagnée d'Abdelmalek Faraj, directeur des pêcheries au Maroc, et Anna Zivian et Kartik Shanker, experts en biodiversité marine, aux États-Unis et en Inde. Donc toute l'équipe de Pure Océan est très fière de vous révéler aujourd'hui les finalistes de notre 4e appel à projet. Ce sont 10 programmes scientifiques qui ont été sélectionnés et validés par notre comité scientifique pour la qualité et l'impact espéré de leurs travaux. Parmi 72 candidatures reçues de 27 pays différents. Donc je vais maintenant vous les présenter par ordre alphabétique. À vous de nous indiquer vos projets coup de cœur qui feront partie, je l'espère, des lauréats annoncés le 21 mars prochain. Commençons
par nous intéresser aux grands organismes marins tels que sont les baleines et les dauphins, qui sont souvent considérés comme indicatrices de l'état de santé de l'océan. Ces espèces emblématiques parviennent à se repérer, trouver leur nourriture et communiquer à des centaines voire des milliers de kilomètres grâce au son. Et aujourd'hui, de nombreuses activités humaines, à la fois à la surface et dans les profondeurs de l'océan, interfèrent avec ce système sensoriel, provoquent des modifications de trajectoire de migration qui mènent parfois jusqu'à l'échouage de ces animaux qui sont désorientés. Le projet BIOSA est très ambitieux. Il va corréler des données satellites avec des observations obtenues par des navires drones surinstrumentés pour analyser le déplacement de ces cétacés et les sons qu'ils produisent face à leur environnement sonore. Donc ce suivi à la précision hors norme bénéficiera à 5 espèces de baleines et 3 espèces de dauphins dans leur couloir de migration entre le Brésil et le Chili. Ce projet est porté par l'Université de Toulon, un laboratoire brésilien, et l'association Sphyrna Odyssée, et il permettra d'établir un argumentaire scientifique pour mieux réguler la pollution sonore marine et ainsi éviter ces conséquences désastreuses qu'on connaît sur les populations de mammifères marins. Maintenant, cap au nord. Si on évoque des écosystèmes florissants de vie, vous pensez peut-être pas aux eaux froides des fjords. Et pourtant, c'est dans ces eaux froides que s'effectue l'essentiel de la captation de carbone atmosphérique par l'océan. Ce carbone va ensuite alimenter en matière des écosystèmes sous-marins entiers, et donc ces contrées, qui peuvent paraître inhospitalières pour l'homme, sont des points clés, des points chauds de biodiversité, qui sont en même temps les premières victimes du changement climatique et donc du réchauffement des eaux et de l'arrivée d'espèces invasives venues du sud se réfugier d'eau devenue trop chaude pour elles. Et donc ce projet Blue Swarm, il va utiliser des essaims de drones sous-marins synchronisés pour cartographier en 3D les falaises sous-marines à l'aplomb des fjords de Norvège pour décrire la vie unique qui s'y développe. Et grâce à cette méthode d'imagerie de pointe, associée à l'analyse des sédiments, ce projet il va permettre de mieux comprendre le rôle de ces écosystèmes méconnus dans la régulation du climat et probablement d'identifier de nouvelles espèces polaires et les menaces qui pèsent sur elles. Maintenant, peut-être que vous êtes plongeur ou apnéiste et comme beaucoup d'entre nous, fasciné par les épaves, ces environnements sous-marins qui sont autant de machines à remonter le temps. Mais au-delà de leur valeur historique et patrimoniale, il se pourrait bien que ces habitats uniques jouent un rôle sous-estimé dans la régulation de notre climat. Ces récifs artificiels, qu'ils soient immergés volontairement ou par accident, fournissent un habitat qui permet localement le développement d'une vie florissante qui est également méconnue. D'autant plus que ces structures sont évitées par les chalutiers de fond et ainsi préservées des ravages de la pêche industrielle. Donc la biodiversité qui s'y développe est bien plus dynamique que celle sur les fonds de sable environnants, et ce qui permet donc une forte séquestration de carbone dans le sédiment autour de l'épave. Et donc ce projet, Carbon Shipwrecks, il va étudier, au moyen de robots sous-marins et de plongées humaines, les communautés biologiques qui vivent autour de 4 épaves dans la mer du Nord au large de l'Écosse. Et donc en corrélant des études biologiques et des analyses sédimentaires, ce projet il va permettre de lever le voile sur le rôle écologique sous-estimé de ces déchets marins et peut-être imaginer de nouvelles stratégies de restauration d'habitats marins dégradés au bénéfice d'une captation accrue de carbone. Le projet Citizen into Science part d'un constat simple. Il y a 14 000 bateaux de plaisance qui fréquentent la haute mer chaque année, contre seulement une centaine d'expéditions océanographiques scientifiques. D'un côté, les campagnes océanographiques permettent d'obtenir des données de grande qualité, selon des protocoles réfléchis et suivis dans le temps, mais elles sont peu nombreuses. D'autre part, les plaisanciers n'ont peut-être pas la compétence technique ou scientifique de conduire de tels protocoles, mais ils sont beaucoup plus nombreux et souvent plus flexibles dans leur trajectoire. Donc l'idée derrière Citizen into Science, c'est de réunir ces deux mondes pour servir un objectif, mieux décrire les microclimats et les courants marins présents dans ces immenses étendues méconnues de la haute mer. Ce projet, il se matérialise par un boîtier développé par la start-up française Oceanovox qui permettra d'utiliser la flotte de plaisance pour échantillonner automatiquement des données océanographiques selon des protocoles prévus à l'avance par des scientifiques de l'Ifremer en Bretagne. Ces données, elles seront accessibles à tous les scientifiques et les résultats seront diffusés évidemment
propriétaires des bateaux, et au grand public, ce qui permettra en même temps de sensibiliser les acteurs de la plaisance aux grands enjeux océaniques. Ensuite, visitons la mer Méditerranée et ses fameux herbiers de Posidonie, qui forment de véritables prairies sous-marines et endémiques de Méditerranée, c'est-à-dire qu'elles ne se développent ici et pas ailleurs. Ces herbiers, ils sont absolument essentiels pour la Méditerranée, dont ils hébergent entre 25 et 30% de toute la vie marine. Mais ils sont également l'un des écosystèmes les plus efficaces pour fixer et stocker le carbone atmosphérique, notamment dans la matte, ce sol qui est formé par les enchevêtrements de racines et de sédiments en dessous de ces herbiers de Posidonie. Aujourd'hui, il est difficile d'accéder à une cartographie qui soit à la fois massive et précise des herbiers de Posidonie. Le projet Gardner, il va permettre, grâce au traitement par intelligence artificielle de cartes satellites, de connaître l'étendue géographique précise des herbiers de Posidonie de la mer Égée en Grèce. Il sera accompagné d'une importante série de prélèvements sur le terrain de sédiments contenus dans la matte et ainsi donc faire parler cette cartographie en termes de puits de carbone. Et enfin, ces études, elles seront corrélées, couplées à des études auprès des habitants pour estimer les variations et les dynamiques de l'étendue des herbiers d'après la mémoire humaine. C'est donc une cartographie exhaustive dans le temps et dans l'espace que propose ce projet, et donc de mesurer le rôle précis des herbiers dans la captation de carbone et donc dans la régulation du climat. Le projet Genesis, lui, nous emmène dans les pénombres de l'océan, aux alentours de 200 mètres de profondeur, où la lumière se fait rare et où se développent des points chauds de biodiversité qu'on appelle les forêts animales marines. Ici, pas de lumière, donc pas de photosynthèse, il y a donc peu de végétal. Les environnements sont dominés par des coraux profonds et des éponges de mer à la croissance très lente, d'autant plus quand ces écosystèmes se situent dans des régions polaires. Et dans ces conditions de vie très contraignantes, avec très peu d'énergie reçue de la surface, l'évolution a poussé ces organismes à adopter des stratégies innovantes pour, par exemple, produire des molécules uniques pour se nourrir, se reproduire ou se défendre. Et ces molécules, ce seront peut-être les molécules anticancéreuses, les antiviraux ou les composés de la chimie verte de demain. Cette bibliothèque, elle est immense puisqu'on estime que 80% des fonds rocheux profonds de la planète sont couverts par ces forêts animales marines. Mais ces forêts animales sont également en péril, localement sous les assauts du chalutage, mais globalement aussi sous l'effet du réchauffement lié au changement climatique. Dans le projet Genesis, les équipes du CRIOB, basées à Perpignan, vont s'associer aux plongeurs scientifiques de l'association Under the Pole, située à Concarneau en Bretagne. Ce projet, il va étudier ces forêts animales marines selon un transect nord-sud inédit, du Svalbard au pôle Nord, aux Canaries dans l'Atlantique, puis en Méditerranée, et enfin dans les Caraïbes. Donc en combinant des approches par des robots sous-marins et aussi par des plongées humaines engagées à 200 mètres de profondeur, ils vont établir pour la première fois la première carte mondiale de l'ADN des éponges et de leurs produits d'intérêt, et ainsi fournir des ressources inestimables pour la bio-inspiration de demain. Ensuite, partons sur une île. Les îles sont souvent considérées comme des laboratoires à petite échelle des enjeux globaux, mais également d'excellents pilotes expérimentaux pour l'innovation. Les communautés de pêcheurs de l'île méditerranéenne de Pantelleria, située entre la Tunisie et la Sicile, font face à un constat. Le rendement de pêche s'amenuise d'année en année, principalement sous l'effet d'une pêche certes traditionnelle, mais avec un impact croissant sur les habitats côtiers à mesure que cette pêche est devenue commerciale. Et quand les fonds sableux sont déstructurés, les fonds rocheux sont raclés, et notamment les herbiers de Posidonie arrachés, c'est la vie marine qui est privée de support, et donc la sécurité alimentaire et économique des populations qui est remise en question. Ce projet, Panthère, est une initiative de ces communautés qui vise à restaurer collaborativement certains écosystèmes clés autour de l'île, qualifiés de fait comme aire marine protégée expérimentale, officieusement interdite de pêche. Et pour convaincre les derniers réticents, ce sera la science par les faits. Donc une méthode d'imagerie innovante, la photogrammétrie 3D, va permettre de quantifier et mesurer le fonctionnement effectif de ces méthodes de restauration et de démontrer le retour de la vie marine. Donc la pérennisation de ces aires marines protégées donnera des outils pour achever la transition technico-économique de l'île vers une pêche d'une part gérée plus durablement, mais aussi pour la diversification vers des activités non extractives, telles que, par exemple, l'écotourisme. Retour au pôle
pour le projet PIMTA. Donc il faut savoir que les régions polaires, ce sont les témoins directs du changement climatique. L'Arctique et l'Antarctique se réchauffent en moyenne 3 fois plus rapidement que le reste de la planète. Et donc une conséquence majeure, c'est la diminution progressive de la surface occupée annuellement par la banquise, donc à la fois par sa fonte extrême en été, mais aussi par sa non-reformation sur les périodes d'hiver, ce qui ouvre de nouvelles routes maritimes pour le commerce et le tourisme. En Antarctique, le nombre de passagers a été multiplié par 2 en 5 ans pour atteindre 100 000 croisiéristes en 2022. Et donc, ce développement massif appelle à une réflexion sur les enjeux, que ce soit le stress répété sur les organismes et les habitats fragiles, l'introduction d'espèces invasives ou de pathogènes, qui sont à mettre en regard des opportunités économiques que cette activité peut représenter pour les populations quand une place leur est donnée par les armateurs. Et ce projet PIMTA, qui est porté par une chercheuse française de l'Université de Bretagne occidentale, va permettre le lancement d'un ambitieux programme de sciences sociales au service des populations et des écosystèmes polaires. Cette méta-enquête transdisciplinaire va permettre de mesurer et d'anticiper les opportunités et les menaces du développement du tourisme de croisière en région polaire. L'objectif, c'est d'établir un livre blanc qui présente une série de recommandations scientifiques issues à la fois de travaux de biologie des écosystèmes et aussi de travaux de socio-économie pour appuyer la législation à venir sur ces nouvelles trajectoires de croisière en milieu polaire. Et ensuite, je ne vous apprendrai pas que pour le meilleur et pour le pire, les matériaux plastiques ont aujourd'hui complètement envahi nos sociétés. Et faute d'une rationalisation de leurs usages, à la fois de leur conception jusqu'à leur fin de vie, près de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont produits chaque année par les sociétés humaines. Et donc, libérés dans l'environnement, ils se dégradent en d'innombrables particules qui échangent ensuite des polluants avec les milieux qu'elles traversent. Ces composés, donc additifs plastiques, peuvent être libérés dans le milieu, quand d'autres polluants, à l'inverse, peuvent se charger à la surface des microplastiques comme une sorte de radeau à polluants. Et donc ceux-ci finissent accumulés par les organismes qui les consomment, et notamment, à la fin, par nous, les êtres humains. Et donc ce projet Plastidrugs, il va étudier pour la première fois la présence de polluants émergents, comme les médicaments, les perturbateurs endocriniens, mais également les métaux lourds, les drogues de synthèse et les additifs plastiques, à la fois dans l'eau de mer, mais également spécifiquement sur les particules de plastique. Et donc cette étude, elle sera menée comparativement entre la baie de Brest en France, où ces polluants ont déjà été identifiés, et la baie de Santos au Brésil, où les infrastructures de traitement des eaux usées sont notoirement déficitaires. Et donc des échantillonnages sur des organismes marins d'intérêt commercial, tels que des moules et des huîtres, vont permettre de conclure quant à la transmission et les effets cocktails de ces polluants sur les animaux et donc en bout de chaîne sur l'être humain. Et enfin, terminons avec notre 10e finaliste dans les eaux chaudes de l'archipel de Raja Ampat en Indonésie, qui est considéré comme l'un des habitats les plus riches en biodiversité marine de la planète. Ces récifs coralliens, ils sont exceptionnels à de nombreux égards, et notamment puisque jusque-là épargnés par les épisodes de blanchiment que subissent la quasi-totalité des récifs tropicaux. Pourtant, leur biodiversité s'amenuise en raison du développement économique rapide de la région, et de leur surexploitation et de la gestion court-termiste de leurs ressources. Et donc l'interdiction de la pêche à la dynamite, qui a marqué une première étape majeure dans leur gestion, mais l'écosystème continue de se dégrader, menaçant la santé des récifs, mais également l'avenir des populations indigènes. Donc la conservation de ces riches écosystèmes requiert maintenant une approche multidisciplinaire, tenant compte à la fois des facteurs économiques, écologiques, sociaux et évidemment culturels. Donc le projet YAF-KERU, porté par l'association marseillaise Planète Mer, vise à établir un modèle innovant de gestion-restauration communautaire de l'écosystème, appuyé par un suivi scientifique continu de l'état écologique du récif, avec donc l'objectif d'aider à la transition des activités extractives vers une économie durable et l'écotourisme au service de la santé des récifs et de la sécurité alimentaire des populations humaines qui en dépendent. J'espère que ces projets vous ont fait rêver comme moi. Alors avant de nous quitter, je voudrais vous dire un grand merci. Grâce à vous et avec vous, nous changeons le monde.
Merci pour votre implication à nos côtés. Vous allez bientôt recevoir un email avec un lien vous permettant de voter pour vos 3 projets coup de cœur et on compte vraiment sur vous. Rejoignez-nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout notez bien la date du 21 mars dans vos agendas. Ce jour-là, nous ferons l'annonce officielle des projets lauréats.